Bonjour à tous, vous connaissez le rendez-vous, bien évidemment le débriefing F1 où on revient sur le dernier Grand Prix en date, en l'occurrence le Grand Prix de Chine 2017, deuxième épreuve de la saison. À mes côtés Jean-Luc Roy, bien évidemment. Salut Jean-Luc. Bonjour LFB, bonjour à tous. Alors écoute, on avait un début de saison, j'allais dire en fanfare avec cette victoire de Vettel qui a fait plaisir à tout le monde. On savait néanmoins qu'il fallait qu'Hamilton et Mercedes, mais surtout peut-être Hamilton, réagissent au plus vite. Ce qui s'est donc passé, Hamilton a gagné, vous le savez, devant Vettel et Verstappen qui monte sur le podium. Donc on va passer un petit peu tout le monde en revue, parce qu'il y a des choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Mais au niveau global, cette victoire d'Hamilton, on la sentait un petit peu déjà nécessaire, hein, Jean-Luc. Je pense qu'elle était nécessaire, tu as raison de le souligner, parce que Hamilton, c'est un champion, évidemment, il avait été un peu piqué au vif par cette petite erreur stratégique qui lui avait coûté, entre guillemets, la victoire en Australie. Donc, il avait à cœur de remettre les compteurs à zéro. Alors, ce week-end de Chine, vous le savez, il a été perturbé par la météo, notamment le vendredi. Même, je crois que c'est une rare fois que l'on roule aussi peu sur un week-end de Grand Prix, ou alors c'est complètement annulé. Donc, il a fallu travailler rapidement et se remettre dans le coup. Et d'ailleurs, chez Mercedes, on y a été step by step. On n'a pas été tout de suite dans le coup, mais on a ménagé son affaire. Et bon, pour corroborer ce que tu dis, Hamilton décroche une pole formidable, parce que là, je crois que vraiment, il se sort les tripes, comme on dit, il fait un tour de folie remarquable. Derrière, on a à 1 millième près, c'est génial. On a Bottas, effectivement, qui confirme, et Vettel, qui le devance. Voilà. Bref, on confirme aussi les forces en présence pour répondre globalement à ta question. Mercedes contre Ferrari, deuxième round. Oui, avec Red Bull, on l'espérait en arbitre. Même si après les qualifs, on ne pensait pas qu'ils auraient ce rôle. Ils l'ont eu un peu en course, en fait. C'est ça, hein. On va y revenir. Et souvent, le rendement en course des monoplaces et des pilotes n'est pas celui des essais. Il faut bien savoir que l'exercice de la pole, il est particulier, d'autant plus cette année, enfin avec ce système de sélection en trois vagues, etc. Là, c'est vraiment une dramaturgie, je dirais, que certains maîtrisent mieux que d'autres. Et puis, bon, il y a un moment, quand on est sur piste sèche, avec des performances, des longues lignes droites, il faut des chevaux. Et j'allais dire, les Red Bull, elles les ont pas. Alors, elles arrivent à compenser. On va voir comment, grâce à des conditions météorologiques délicates et grâce à un pilotage, un surpilotage magnifique, mais le rendement intrinsèque de la monoplace, il est encore inférieur. Voilà. Non, ce qui est étonnant, c'est qu'Hamilton fait la pole, mène tous les tours, fait le meilleur tour en course, et évidemment, on gagne, et on n'a pas le sentiment pourtant qu'il a été ultra dominateur. Eh ben non, parce que les gens heureux n'ayant pas d'histoire, d'abord, c'est vrai qu'on l'a finalement, et c'est pas plus mal, assez peu vu sur la réalisation télé, parce qu'on s'est intéressé aux bagarres derrière et qu'il y en avait beaucoup. Alors, pour autant, il n'a jamais eu un avantage important. Alors, comme tu dis, et c'est même, je crois, seulement la 3e fois de toutes ces victoires qu'il a cette domination absolue, c'est-à-dire la pole, le meilleur tour en course, le premier tour du début à la fin, etc. Et la victoire, évidemment. Et donc là, il n'a eu une marge qui n'a jamais excédé 8 secondes. C'est pas beaucoup, 8 secondes. Non, Et à chaque fois et à la fin 6 seulement. Voilà. Et à chaque fois que Vettel tentait de revenir, eh bien lui, il en mettait un petit coup. Alors, sur des secteurs différents, le premier, le deuxième, c'était génial. On a eu une bagarre. D'ailleurs, les deux l'ont dit. On a eu une bagarre un peu à distance, mais qui a été une véritable bagarre. Et tous les deux, Hamilton le premier, espérait que lors d'un prochain Grand Prix, la bagarre, ils l'auraient tous les deux ensemble. Et on sait pourquoi Vettel également a perdu un petit peu de temps. Vettel, il était du niveau d'Hamilton, c'est sûr. Ça. Bon, alors, je reviendrai sur Vettel dans quelques instants. Pour finir avec Mercedes, Bottas, qui nous avait fait une bonne fin de Grand Prix d'Australie, puisqu'il est revenu sur Hamilton. Là, évidemment, ça fait un petit peu tâche, on va dire, évidemment, ce tête à queue avant le restart. Écoute, il s'en voulait, il se battait la coulpe. On n'a pas voulu l'enfoncer également chez Mercedes. Il fait une très belle qualif, donc on l'a dit, 1 millième d'écart seulement par rapport à Vettel. Bon, c'est super, ça veut dire qu'il est dans le coup. Et il est à 187 millièmes seulement de la référence Hamilton, qui a sorti un tour de folie. Donc ça y est, Bottas, là, dans 1 ou 2 Grands Prix, il est vraiment à l'aise. Alors maintenant, en course, les conditions étaient délicates, les pilotes étaient passés en slick, la température n'était pas assez élevé derrière la voiture de sécurité, pour tout le monde, mais d'ailleurs, il ne cherche pas d'excuses. Et là, il essayait de maintenir ses pneus, et de la manière la plus bête qui soit, il perd le contrôle, il part en tête à queue. Il y en a eu pas mal qui l'ont fait, par parenthèse. On n'a pas tout vu, mais bon, il s'en veut. Alors, il se retrouve 14e, je crois, et puis après, il remonte. Bon, c'est une erreur qui lui coûte cher, mais bon, c'est pas dramatique non plus, puis c'est comme ça qu'on apprend. Alors, revenons sur Ferrari. J'aime bien les images d'avant-course. On voit Arriva Bene, on voit Marchione qui est là. On a le sentiment que chez Ferrari, on se tient prêt à enchaîner. Non, on n'enchaîne pas, la preuve. Est-ce qu'il ne s'est pas passé un peu la même chose qu'à Melbourne, mais
pour l'autre équipe, en l'occurrence donc Ferrari. Est-ce qu'on s'est pas arrêté trop tôt là pour Vettel? Bah, écoute, oui, Sachant alors qu'à Melbourne, on s'était arrêté trop tôt, Oui. nous semble-t-il, pour Hamilton. hein, bien c'est ça que je sûr, veux bien dire. sûr. Alors Oui. si on reprend là aussi, bah oui, la dramaturgie entre Oui. guillemets, qu'est-ce qu'on fait? Il y a cet accrochage dans le premier tour, donc Oui. entre Stroll et Pérez. Par parenthèse, Oui. Pérez, et c'est très bien, n'a pas été sanctionné. Moi, je suis jamais pour l'interventionnisme, mais bon, c'était de sa faute. Clairement, il a beau dire, mais non, j'étais engagé. Non, non. Pour moi, s'il y a un constat, c'est 75% de faute à Pérez. Pour moi, hein, vous avez le droit de pas être d'accord là aussi. Et Stroll y était pour rien, là, honnêtement. Bien sûr qu'il l'a vu, mais bon, il défend sa place. C'est Stroll qui paye l'addition, Pérez ne paye rien. Donc, du coup, virtual safety car. Oui. Donc, du coup, immédiatement chez Ferrari, on rappelle Vettel qui change. Oui. Et seulement voilà. Bien après, donc on se retrouve un petit peu tous tassés. Et puis il y a la sortie de piste de Giovinazzi, la deuxième du voilà. week-end. Chez Sauber, on doit commencer à compter Oui. des châssis. Autant on l'a loué en Australie, autant là on va être un peu plus. Bah, et surtout hein. que c'est la même. Voilà, Enfin, je veux dire, la c'est- même en oui, couleur. c'est ça. Alors bon, là aussi, c'est comme ça qu'on apprend, mais là, ça fait beaucoup. Puis ça fait 2 châssis quand même qui ont bien morflé, puis il aurait pu se faire mal. Ouais. Et puis ça perturbe. On le sait bien, les qualifs, ben, ça coûtait cher aux deux Français déjà. Puisque Grosjean et Ocon, bon, ils étaient en train de faire leur temps. Paf, donc c'est eux qui, là, ils ont été lourdement pénalisés. Et d'autres, certainement. Et puis là, ben, ça remet la confusion. Donc ça veut dire que là, du coup, on a le safety car et on repasse par les stands. Et donc ça annihile quelque part Ouais, l'avantage de Ferrari. Donc il faut le dire. C'est pas une erreur de Ferrari, ce sont les faits de course qui ont quelque part annihiler une partie de l'avantage Ouais. de ceux qui s'étaient arrêtés au premier tour. Et il y avait eu Massa également, enfin, il y en a eu Ouais, un certain nombre. Hein. ouais. Hülkenberg, par exemple. Donc, Oui. tous ces gens-là, je regarde mes feuilles parce que là, Ah j'ai oui, pas oui, tout dans la d'accord. tête quand même. Oui. Tous ces gens-là ont perdu l'avantage d'avoir profité, entre guillemets, du virtual safety car. Donc voilà, en quelque sorte, ça a remis les compteurs à zéro. Et donc, l'avantage éventuellement qu'ils s'étaient constitué, ils l'ont perdu. Voilà. Ouais, dans situation inversée, effectivement, par rapport à l'Australie. Alors après, malgré tout, surprise de constater que Vettel bute sur Raikkonen. Et donc, on est venu à une époque où il n'y a plus de consigne d'équipe, alors. Ben, c'est génial. Écoute, Bon, moi, je c'est bien ne ça. cesse de le dire et de le répéter. Je sais que vous serez d'accord avec moi. Heureusement, on a oublié la période, pour moi, noire de Ferrari. Là, on a des pilotes en mesure de se battre. Tu veux dire on Schumacher, Barrichello? Bah évidemment, oui, c'est ça. c'était d'un désintérêt total, d'autant que l'écurie ultra dominait le plateau de la Formule 1. Ça a été les 5 années noires de la Formule 1. Et je pèse mes mots, tant pis si ça choque certains d'entre vous. Pour moi, c'était une horreur, parce que c'est la négation du phénomène sportif. Là, eh ben, on le voit. Vettel, évidemment, il est quand même considéré comme étant le pilote, pas numéro 1, mais on sait très bien, il est 4 fois champion du monde, il est globalement plus rapide que Raikkonen, il n'y a pas photo. Eh ben non, on demande Ouais. pas à Raikkonen de se coucher. Ouais. Et même chose, et on va y venir, Oui, je m'en bien doute, sûr. chez Red Bull, bah, c'est du vrai combat, c'est du sport, et il doit aller la chercher à la pointe de l'épée. Bah, moi, ça me plaît. Voilà, c'est ça du sport. Alors peut-être là aussi, on a perdu le Grand Prix à ce moment-là chez Ferrari, Ouais. mais ça fait rien. On ne donne pas de consigne d'équipe, on ne dit pas tu te couches et tu laisses passer le leader, on lui déroule le tapis rouge. Moi, je trouve ça génial. Ouais, Voilà. et Vettel, il plonge, hein. Et Oui. franchement, on a Ah même bah. sentiment que Raikkonen, le voit Raikkonen pas. défend Ouais, sa place ouais, sans c'est trop, ça. bah, ils vont pas s'accrocher tous les deux. Là aussi, heureusement, on a passé aussi ce genre. C'est quand même des pilotes qui sont mûrs. Puis les deux se respectent. Hein, même, je pense pas que ce soit des amis, mais ils se respectent. Donc c'est génial, quoi. C'est du sport automobile. Enfin, en un mot comme en mille. La preuve qu'en Formule 1, c'est possible, hein, s'il n'y a Ouais. pas de consigne. Bah oui. Bon, bah écoute, super. Allez, on continue de passer en revue la troisième équipe là, de la Chine. Oui, ça a été incontestablement Red Bull. Bon, alors donc Verstappen nous fait une Verstappen. C'est-à-dire que sur la lancée du Brésil de l'an dernier, c'est moins spectaculaire, mais le fait est que ça a été tout aussi efficace. Écoute, il est étincelant. Moi, j'ai pas de mots. Alors là aussi, bon, il a 16 des sur la problèmes. ligne. Voilà, il est 16 sur la ligne puisqu'il y a eu plein de changements. Il s'arrête au 3e tour avec tout le monde. Il monte des super softs et là, il fait une remontée mais météorique. Mais même le premier tour, hein, le départ, Ouais, ouais. c'est déjà Il est génial. 7, je crois, à la fin du Ah premier ouais, tour. en hein. cam Ouais, embarqué, ouais, ouais. le départ, il gagne une dizaine de places, mais on a Et il y a un l'impression. freinage, il en double deux d'un coup. Voilà, on a l'impression qu'on n'est pas sur la même piste Oui. et on est dans un jeu vidéo et hop, je te les prends à gauche, je te les prends à droite. C'est absolument génial. Moi, je suis désolé, il a sûrement des défauts, ce gars-là, mais en tant que pilote, il est enthousiasmant et il nous anime les courses comme jamais. Bah, Là oui. aussi, on peut imaginer s'il avait été mieux placé sur la grille, eh bien, en début de course, je peux te dire qu'il y en a qui auraient eu des surprises et notamment Hamilton aurait eu la vie moins tranquille de mon point de vue. Non, il est génial, quoi. Bah, Il ouais. est, voilà, c'est un pilote de course, en un mot comme en mille. Et je crois que d'ailleurs, la preuve en est que ses pairs commencent à le respecter vraiment. Il n'y a pas de critique, il n'y a pas de Ouais, remarque. Tiens, ouais. c'est marrant, il est plus dangereux maintenant, il est normal. C'est un pilote rapide, quoi, voire très rapide. Ouais. Non, mais moi, je sais que j'ai un petit fait, enfin, je vous le dis, j'ai un petit fait pour Ricciardo, dont j'ai bien aimé ces dernières années le style un peu flamboyant d'attaque. Bon, Verstappen, bah, je suis comme vous, comme nous tous, hein, on est bluffés. Et je me suis fait la réflexion, le podium, Hamilton-Vettel, c'est le grand duel quand même annoncé, hein, les 7 titres à eux deux.
et Verstappen tout de suite 3e. Comme il est symbolique ce podium, hein, j'ai l'impression. Tu as raison. Ouais. Alors, rappelons qu'en fin de course, il faut être tout à fait honnête. Et moi aussi, j'aime beaucoup Ricciardo. D'abord, c'est un type sympa. Déjà, ça change aussi. C'est un type souriant, un type normal, accessible, etc. Ricciardo est un type talentueux. Et là, autant il est dominé dans le début du Grand Prix par son adversaire et coreligionnaire chez Red Bull, autant à la fin, c'est lui qui revient. Oui. Donc, il faut le dire aussi. Donc, ils n'ont pas le même type de pilotage, ils n'ont peut-être pas les mêmes réglages, parce que comme la météo était incertaine, ça aussi, on n'est pas dans le secret des écuries. Peut-être qu'on a réglé les monoplaces différemment. Ceci explique cela. Chez Verstappen, comme on a misé sur la remontée, on sait que c'est mouillé au début, on a peut-être mis un poil plus d'appui, donc ça va quand la piste est mouillée, et puis c'est un peu moins bien quand la piste est un peu sèche, et qu'au contraire, il faut de la vitesse de... Je sais pas, c'est moi qui le dis. Et puis en plus, il y a le style et le talent, et Ricciardo, il n'est pas dépassé, il n'est pas outrageusement dominé, mais c'est clair que là, c'est un peu dur. Bon, on va passer en revue les autres membres d'un tableau d'honneur, j'ai envie de dire, et moi j'ai envie de mettre Sainz, parce qu'écoute, il fait 7. Ouais. Alors, il part en slick, il est le seul à tenter, et on voit que ça ne fonctionne pas, dernier. On le voit partir en tête à queue, on le voit repartir, il accroche la glissière, un truc un peu accroche. Et à un moment donné, on le retrouve dans les points, vachement bien placé, et il termine 7. Écoute, voilà encore un pilote courageux, d'ailleurs il l'a dit après, son équipe l'a reconnu. Pourtant, chez Toro Rosso, on aime bien les audaces, on aime bien les outrances, on aime bien les gens qui risquent. Lui, il risque, donc il dit ça. Tout le monde le regarde, y compris son équipe, en disant mais il est fou. Et puis il maintient sa décision. Il le dit lui-même après. Il dit il y a un moment j'ai douté quand tout le monde m'a dit mais t'es complètement fou. Et puis il a vu que tous les autres partaient avec les intermédiaires. Il a dit maintenant j'ai pris ma décision, on y va. Alors voilà encore un qui a malheureusement été pénalisé, avantagé en partie par les neutralisations parce que ça tassait tout le monde, mais pénalisé parce qu'il avait fait ce choix audacieux dès le début. Donc comme au bout de 3 tours, tout le monde se retrouve avec la même montre pneumatique que la sienne, ça annihile quelque part son avantage. Donc là aussi, on ne va pas refaire la course, mais on ne sait pas ce qui se serait passé s'il n'y avait pas eu cette neutralisation et ce safety car. Peut-être que Sainz aurait encore mieux bénéficié. En tout cas, très belle course pour lui, belle audace, un beau Grand Prix, bien récompensé, tout ça est logique. Bon, écoute, on est d'accord. On va mettre aussi une étoile à Magnussen. Oui. Chez Haas, évidemment, on attend toujours un peu plus Romain Grosjean, nous les premiers. Non, là, c'est Kevin Magnussen qui sort du chapeau. Écoute, là, il fait une course, il fait un week-end impeccable. Là où Romain a les problèmes qu'on connaît en qualif et puis après le reste s'ensuit, lui, il fait un week-end solide. Il démontre que la Haas a le potentiel pour être dans les points. Là, c'est fait cette fois. Il fait une course effectivement discrète, on peut dire. Mais quand on voit que il termine effectivement Magnussen, il termine 14 secondes devant Pérez et 20 secondes devant Ocon. Alors évidemment, il est 35 secondes derrière Sainz, tu me diras. Mais bon, la place est là. On a profité des opportunités. On n'a pas commis d'erreurs. Et là aussi, des pilotes qui ont commis peu d'erreurs ou pas pénalisantes, il y en a eu très peu dans ce Grand Prix. Donc il est solide. Il confirme ce qu'on attendait un peu de lui. On attendait ça de Magnussen. Oui, tout à fait. Et alors les deux Force India dans les points. On est content pour Esteban Ocon qui partait de loin et qui a cravaché pour revenir. Même on a bien cru deviner qu'il y avait même une bataille entre les deux. On l'a pas beaucoup vu à l'image. Ça fait toujours plaisir quand même d'accrocher un deuxième point pour Esteban. Écoute, Esteban, c'est carton plein une nouvelle fois. Vraiment, c'est le sans faute total depuis qu'il est arrivé en Formule 1. On rappelle que l'an dernier, il avait terminé toutes les courses. Là, non seulement il termine toutes les courses, mais il termine dans les points. Et là, je peux te dire que là, on n'aurait pas parié beaucoup. Il est 9e au championnat du monde. Il est 9e au championnat du monde. Il est dans la première moitié. Et puis, il est à 6 secondes seulement de Pérez. Et ça, c'est peut-être l'élément le plus probant. Parce que Sergio Pérez est un garçon extrêmement rapide, très solide maintenant. C'est une vraie référence pour lui. Et là, tu sais qu'on l'a fait passer dans les stands une fois, son écurie s'est gourée pour rien. Donc il est passé alors que Pérez... Donc il a perdu une vingtaine de secondes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que normalement, il était devant Pérez. Et il le sait. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il a le potentiel à la régulière pour terminer devant Pérez. Écoute, moi je suis bluffé. En 2 Grands Prix seulement, on va attendre pour s'enthousiasmer, parce qu'évidemment, il n'y a pas de quoi grimper au rideau avec une 10e place et 1 point. Mais je peux te dire que le meilleur est à venir. Et si les monoplaces, si les Force India démontrent le même potentiel global que l'an dernier, où on rappelle que c'était la 4e force du plateau, je peux te dire qu'Esteban, c'est plus dans le top 10 qu'on va l'avoir. C'est peut-être aux portes du top 5 ou dans le top 5. Dis donc. En tout cas, c'est vrai, il a une équipe où les deux sont proches. Il y a des équipes où il y a un gap, semble-t-il. C'est le cas de chez Renault. Hülkenberg est très solide. Palmer, ça rame. Oui,
Là, faut reconnaître, deuxième week-end un peu en demi-teinte pour Julian Palmer. Bon, il faut dire qu'on savait aussi qu'Hülkenberg, là aussi on sait, on a toujours l'impression d'en savoir plus que les autres, mais Hülkenberg est un pilote un peu à la Pérez, un pilote discret dont on parle pas beaucoup, mais un pilote très solide et un vainqueur des 24 heures du Mans, faut-il le rappeler, donc rompu à l'exercice. Et pourtant, lui aussi, il fait une erreur là avec des histoires de changement d'adhérence. On peut pas leur en vouloir. Hein. Donc ça veut dire que c'est une belle référence. Et là, il faut reconnaître que Palmer, il va falloir qu'il recolle au peloton là rapidement. On va lui laisser encore aller 2 Grands Prix, je vais être sympa. Mais après, s'il est aussi loin que ça, bah, ça peut vouloir dire peut-être que le choix de Renault de le conserver, c'était peut-être pas le meilleur. Mais c'est toujours facile de juger après. Hein. Voilà. Bah, écoutez, on dit ça comme ça, sans méchanceté évidemment par rapport à tous ces pilotes qu'on admire. Oui. C'était un peu le même cas de figure aussi chez McLaren. Au-delà des problèmes McLaren-Honda, dans l'équipe, il y a Alonso qui vraiment arrive encore à se montrer, même si il n'est pas récompensé. Mais Van Dorn, il est vraiment loin. Hein. Écoute, Alonso, c'est le pilote qu'on connaît, quoi. C'est un joyau. Là aussi, c'est vraiment, il n'est pas servi, on le sait bien, et il n'est pas servi là aussi. On l'a vu cruellement par le moteur, parce que là, dans des circonstances compliquées, difficiles, où il faut gérer l'adhérence, etc. Ben, il est là, Fernando. Il est 6e, 7e avec sa, j'allais dire sa trapanelle, c'est insultant. Je retire le mot, mais avec cette monoplace qui, globalement, n'a pas de rendement. Et puis malheureusement, ben, quand ça commence à sécher, ça y est, il glisse dans le, parce que il peut rien faire. Il n'a pas de chevaux, il n'a pas la puissance. Donc évidemment, quand les autres exploite le potentiel de la mécanique, pardon, bah lui il est plus là. Et donc lui il glisse et puis après il s'arrête piteusement, je dirais. Alors Van Dorn s'arrête aussi sur un problème d'alimentation en carburant apparemment, d'injection. Ouais. Et puis Fernando s'arrête sur une rupture de mécanique de transmission. Bah, j'allais dire, là aussi il faut arrêter ça quoi, chez McLaren. C'est pas du niveau d'une aussi belle équipe, d'une équipe aussi prestigieuse. On est au fond du trou. Là vraiment chez McLaren, c'est la Bérésina. Là, je sais pas ce qui se passe, mais là il faut reprendre les choses presque à zéro. J'allais dire. T'as pas le sentiment que ça va arriver? Bah si, bah oui. je pense que... Et là aussi, sera une année de je pense que Zak Brown a pris le pouvoir, on le Oui. sait, c'est bien lui le numéro 1, bon il est entouré, il y a toujours évidemment Eric Boulier à la technique, mais là il y a quelque chose qui ne va pas dans le système, là je suis désolé. Alors il y a le moteur Honda, enfin le groupe propulseur Honda, je préfère toujours dire ça, parce que ça n'est pas un problème de moteur pour moi, c'est un problème d'environnement de moteur, de récupération d'énergie, de ce que vous voulez, donc c'est pas un problème de moteur, il y a ça, mais il n'y a pas que ça, parce que là, problème de transmission, je pense, ou problème d'alimentation, c'est pas que le moteur, c'est l'environnement technique. Est-ce qu'on a eu des audaces techniques également sur le châssis McLaren pour compenser le handicap de puissance, donc notamment au niveau de l'aération, de la ventilation, du positionnement, de l'ergonomie? Je n'en sais rien, là, il faudrait vraiment être dedans. Et je ne suis pas ingénieur ni technicien, mais c'est possible que tout ça, on l'ait tellement poussé à bout que l'ensemble du fonctionnement mécanique de la monoplace est compromis. Voilà. Bon, bah écoute, en tout cas, on aura d'autres éléments de réponse dès les jours prochains. Et parce oui, qu'on enchaîne. Bah c'est ça qui est génial. Avec le Grand Prix de Bahreïn. On se quitte plus, on se quitte plus. Alors, comme c'est le lundi de Pâques la semaine prochaine, peut-être que vous retrouverez le débriefing que le mardi. Mais bon, écoutez, hein, vous avez le droit aussi de profiter de votre lundi férié et on sera là de toute façon pour vous parler de ce Grand Prix de Bahreïn. Ben, merci Jean-Luc. C'est toujours un plaisir, LSB. Et puis, partagé, j'espère, avec vous. Oui, bah ça, je n'en doute pas. Allez, on se retrouve donc très très vite pour un nouveau débriefing et salut à tous. Salut.